Bonjour à tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers, la chaîne de tous les Wargamers. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de l'œil de JB pour continuer dans les bonnes pratiques de The Old World. Alors, salut JB, et première question, comment vas-tu? Ça va, je suis un peu fatigué parce que je rentre du salon du modélisme d'Orléans. Ça s'est bien passé? Ah oui, ça s'est très bien passé, tout le monde était content. Alors, on continue donc notre série de vidéos sur la découverte du fabuleux monde de The Old World et du jeu The Old World. 6 mois donc après sa sortie, son lancement, j'ai fait une petite liste de questions-réponses. Si tu veux bien te plier à l'exercice pour, tout simplement nous permettre de grandir sur les règles de The Old World. Il y a une petite liste de questions de 250 questions, c'est ça? Non, sur sans filet. Sur des questions que j'ai vues autour des tables de jeu. Donc on va tout de suite commencer par la rune d'hésitation, pour les nains qui donc annule les bonus d'initiative. La question, est-ce qu'ils annulent aussi les autres bonus, par exemple de charge dévastatrice, de lance de joute ou de choses comme ça? Eh bien écoute, la rune d'hésitation, il y a deux runes, l'autre j'ai oublié le nom mais c'est l'hésitation où il y a le plus de questions. Justement non, elle ne touche pas les bonus d'initiative, elle touche deux choses, le choix des armes liées à la charge et les règles spéciales liées à la charge. Elle annule ces deux choses-là. Donc elle n'annule pas les règles universelles, c'est le vrai nom, ça j'ai revu en préparant aujourd'hui. Et donc le bonus d'initiative en charge, c'est une règle universelle. Par contre, toute règle spéciale, comme par exemple touche d'impact ou charge dévastatrice, charge furieuse, l'édition c'est dévastatrice ou furieuse, en tous les cas le plus une attaque en charge, ça marche pas parce que c'est une règle spéciale. Et aussi le choix des armes, c'est-à-dire des armes qui peuvent être utilisées pendant la charge comme la lance de joute ou la lance de cavalerie, on peut pas les prendre. Voilà. Beaucoup de joueurs font le raccourci en disant la rune d'hésitation, c'est comme si tu n'avais pas chargé. Non, c'est pas comme si tu n'avais pas chargé. C'est juste pour les règles spéciales et le choix des armes. D'accord, donc on garde l'initiative à plus 3, par exemple si on a chargé à plus de 3 pas, mais si par exemple je suis un démon et que j'ai plus 1 en attaque quand je charge, eh bien là ça ne fonctionne pas. Et si je suis de la cavalerie bretonnienne avec ma lance de joute, je n'ai pas mon plus 2 en force alors. Eh oui. Donc en anglais, dans le texte, je le traduis à la main. Donc ça marche pour... tu ne comptes pas comme ayant chargé en ce qui concerne le choix des armes et toutes les règles spéciales qu'ils peuvent avoir. Point final. Très bien. Eh ben, c'est première question. On a quand même chargé pour le reste. D'accord. Donc premier. Et alors, par exemple, si on a une bannière qui donne, je pense à la bannière Elfe Noir, qui donne plus D3 au résultat de combat, si on a chargé, est-ce que ça fonctionne ou pas? Ça fonctionne pas du coup. Alors en fait, on verra tout à l'heure, mais on verra. Il y a 3 types de règles spéciales. Je suis en train de bien vérifier le wording. Voilà, c'est ça. Il y a des règles spéciales universelles, il y a 2 types, pardon. Il y a les règles spéciales universelles et les règles spéciales dites uniques, qui sont données par les armes magiques ou les personnages nommés. Donc là, c'est une arme magique qui a une règle, donc c'est une règle spéciale unique. Mais c'est bien Unique Special Rules, donc c'est bien une règle spéciale, donc ça marche pas. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup. Deuxième question, ouais. C'est un petit peu comme dans les grosses têtes, hein, on va passer de deuxième question. De Madame Belle-Père de Loche. Voilà, c'est ça exactement. Le boulet de canon est-il arrêté par les obstacles linéaires bas? Première partie de la question, et deuxième question par les forêts. Alors, c'est bien qu'on ait ces questions-réponses parce que les vidéos qu'on a déjà fait ensemble disaient que c'était quand même trop dirigé vers des gens qui jouent déjà beaucoup, donc là... Même si c'est une question pointue, c'est une question qu'on peut se poser. Alors, à Old World, les boulets de canon sont arrêtés par 3 choses. Les monstres, donc pas seulement les behemoths, mais les 2 sous-types de monstres, c'est-à-dire le sous-type créature monstrueuse et le sous-type behemoth. Donc par exemple, un scorpion, ça va arrêter le rebond d'un boulet de canon. La deuxième chose, ce sont les infranchissables. Et la troisième chose, ce sont les obstacles linéaires hauts. Eh bien, donc les obstacles linéaires bas ne les arrêtent pas. Et une forêt, alors, deuxième partie de ma question.
Donc elle rentre pas dans ces 3 choses-là, donc ça n'arrête pas. Pareil pour les flancs de collines. Alors les forêts, ça a jamais arrêté à Battle. Par contre, les flancs de collines, ça avait arrêté dans un article du recueil 2002 de la V6. D'accord. Mais non, maintenant c'est 3 choses. Donc les obstacles linéaires hauts, pour que les choses soient claires, c'est ceux qui mesurent plus de 2 pouces de haut, je crois, ou 3 pouces à vérifier. Yes. Alors une autre petite question qui va être assez importante. Les lignes de vue en charge pour les tirailleurs. Donc ils voient à 360 degrés. Donc en théorie, ils peuvent charger dans leur dos, sur leur flanc, en face. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ah bah tant qu'on peut tracer une ligne de la règle normale de l'univers, c'est-à-dire sans passer à travers ni au-dessus d'une figurine et sans passer à travers un obstacle qui bloque un décor qui bloque les lignes de vue. Ouais. Donc là, pas besoin de se prendre la tête. Bah en fait, si, il y a une prise de tête qui n'existait pas avant. Enfin, non, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Ouais. Pour les tirs, c'est important de se prendre la tête parce qu'il faut que chaque figurine de tireur de l'unité de tirailleur voit. Donc ça, c'est un retour en arrière. C'est une règle très archaïque qui n'existait plus. Donc c'est très chiant, ça oblige à bouger un peu ses tirailleurs. Moi, je trouvais que c'est plus agréable d'avoir toute l'unité de tirailleurs qui voit à travers soi-même. Non. Donc, mais comme la règle dit qu'à partir du moment où il y a une figurine de l'unité qui voit, l'unité peut déclarer une charge, enfin, si la charge est possible. Donc là, on s'en fiche qu'il y ait quelques tirailleurs qui voient pas la cible de la charge. Très bien. On va maintenant parler d'une autre chose qui peut poser problème, à savoir les fuites multiples, notamment. Des problèmes. Alors, ça va pas être évident parce qu'il faudrait le faire sur table, évidemment, pour mieux le montrer. Ouais. Mais globalement, est-ce que tu peux nous parler des règles génériques de la fuite multiple, c'est-à-dire quand il y a un combat multiple et les différents cas qui te viennent à l'esprit? Donc, on parle bien des fuites suite à la démoralisation ou d'autres fuites? Suite à la démoralisation au combat au corps à corps. Oui, absolument. Alors déjà, on reprend la règle générale de fuite démoralisation, parce qu'elle est quand même pas évidente, parce qu'elle a un peu changé. Quand on est démoralisé, ou d'ailleurs quand on fait un repli en bon ordre, puisque c'est une petite fuite aussi, enfin c'est une fuite d'un seul dé, donc on pivote l'unité qui doit fuir, de sorte qu'elle soit dans l'angle centre à centre par rapport à l'unité qui a provoqué la fuite. D'accord. Donc et ils disent bien que pendant le pivot, on ignore les autres figurines et les décors. Donc souvent, ça se retrouve. Alors, le centre à centre, on en a déjà beaucoup parlé, donc ça c'est très très difficile à faire jouer pour beaucoup de gens. Donc ça veut dire que quand 2 unités sont parfaitement en face l'une de l'autre, on va partir à la perpendiculaire des lignes de front. Mais dès qu'il y a un écart de centre, ce qui arrive quand même assez souvent, on va partir en diagonale et tout. Donc on se retrouve avec des figurines qui chevauchent un peu. Ça, pour le pivot, c'est ignoré. Et ensuite, on avance. Moi, je me posais pas de questions sur le fait est-ce qu'il faut faire des tests de péril. Depuis que j'ai vu cette règle récemment, je me dis pendant le pivot, on n'en fait pas. Mais si par exemple, la figurine qui est dans le coin qui va toucher l'ennemi qui est là, je lui fais faire un test de péril. Bon, ça c'est... On rentre dans des détails, mais c'est important. Ça fait un petit malus pour le repli en bon ordre aussi, que tout le monde trouve mieux que le céder le terrain. Et je rappelle qu'il n'est pas si mieux que ça parce qu'il peut faire des tests de péril. Et il peut aussi faire de la panique à 6 pouces. Bref, voilà. Ça, c'est la règle générale. Donc, on pivote pour aligner les 2 centres d'unité. Et on part, on jette les 2 dés. Et on bouge des 2 dés si c'est une fuite ou d'un seul dé si c'est un repli en bon ordre. Alors, je reviens sur ce que tu viens de dire, c'est très important. Donc, on peut traverser les unités amies ou ennemies au moment de ce pivot, au moment de cette réorientation. En revanche, si pendant le mouvement de repli en bon ordre ou de fuite, on traverse les unités ennemies, dans ce cas-là, les figurines qui sont en contact avec les ennemis, enfin qui traversent les unités ennemies, elles font un test de péril, on rappelle, sur un 4+, la figurine meurt, c'est ça? Voilà, moi c'est comme ça que je me suis posé beaucoup de questions sur cette règle parce que je trouvais ça quand même vraiment abusé de faire des tests de péril quand on pivotait pour ce truc-là. Là, voilà, j'ai découvert que pendant le pivot on ignore les figurines, donc ça me répond à la question en disant après le pivot on les ignore pas. Ok. Voilà, c'est comme ça que je joue ça pour l'instant.
Oui, bah de toute façon, on dégrossit le mammouth, si j'ose dire, avec ces vidéos de l'œil de JB, ou parfois quand on en discute aussi dans d'autres vidéos sur The Old World ou sur les rapports de bataille. Ce n'est que notre manière de jouer. On est là sur les bonnes pratiques. Voilà, on est là sur une logique de joueurs avec une certaine expérience, des différentes versions du jeu et de The Old World, puisque bon bah t'es quand même un des joueurs que je connais qui joue le plus à The Old World avec plusieurs parties par semaine, quasiment une partie par jour. Non, plusieurs par semaine, mais pas une partie par jour. Mais là comme je commence à faire des événements, le compteur monte vite puisque on fait 5 en un week-end. À plusieurs jours d'avance. Tu sais, c'est comme le Ricard, un par jour, mais des fois tu prends un peu d'avance. Non, mais là, ce qu'on dit dans ces vidéos, c'est quand même de la lecture de règles assez exacte, voilà. Alors, on va mettre entre parenthèses le débat, parce que des fois, deux personnes ne lisent pas les règles exactement pareil, avec plus ou moins de bonne foi. Okay. Mais là, on est plutôt pour faire remarquer les choses qui sont écrites dans le livre, mais qu'il est quasiment impossible de tout retenir, sauf à pratiquer, quoi. Il y a souvent des gens, on leur parle de règles, ils disent « Ah oui, j'ai lu ça, mais il y a longtemps, j'ai oublié. » Ou alors « J'ai jamais vu. » Puis on ouvre dans le bouquin, ils disent « Ah, mais pourtant, je l'ai lu, ce paragraphe. » Je dis « Bah oui, mais si on vérifie pas les règles quand on a un doute et qu'on joue pas, c'est sûr que si on lit ça le soir et puis qu'après on pratique pas, c'est comme... Eh ben, on y reviendra d'ailleurs... On a joué au golf sur un livre, quoi. On y reviendra d'ailleurs avec les obstacles infranchissables, les fuites et les charges dans une question qui vient juste après. Donc je peux finir de répondre à ta question ou oui, bien sûr. Donc quand c'est pas très compliqué quand il y a des combats multiples, on fuit dans l'unité qui a la plus grosse puissance d'unité parmi les gagnants. Voilà. Et alors quand il y a la même puissance d'unité, ça il faudrait que je vérifie, mais est-ce qu'on fait je pense qu'on fait ça sur 4+. Moi je faisais ça sur la bissectrice, mais je crois que pour les fuites aux charges, il faut faire sur 4+, lequel on fuit. Donc corps à corps, faut que je vérifie. Mais bon, ça arrive pas si souvent ça que dans un combat multiple, les unités ennemies, on pivote en ignorant les figurines. Et après, par contre, quand on fait notre mouvement de fuite, on prend les tests de péril. Donc quand on est pris par plusieurs unités, on a beaucoup plus de chances de faire des tests de péril. Oui, tout à fait. Un truc hyper important sur les fuites. Alors, il y a beaucoup de joueurs comme tu disais tout à l'heure, avoir l'expérience des anciennes éditions, c'est pas forcément un bien, puisqu'on joue par mimétisme d'avant. Il y a beaucoup de joueurs qui continuent à faire la poursuite au dé, genre tu fuis de 4 et moi je fais 5, donc je te rattrape. Non, parce que justement, il y a ce pivot, on bouge bien les fuyards, et après, il peut y avoir l'autre unité du corps à corps, qui est à nous, hein, qui va pas rattraper, ou qui va nous empêcher de passer. Donc je rappelle que pour détruire une unité, même suite à démoralisation, c'est plus comme avant, dès le début de la fuite du démoralisé, on lui coupe les jambes, non, on bouge bien le fuyard, donc pivot pour faire la direction de 60, et pareil, les poursuivants, ils vont pivoter pour aller vers le centre du fuyard, ils lancent les dés, et si physiquement ils touchent l'unité, ils s'alignent sur elle, ils la détruisent, et elle provoque un test de panique à 6. Yes. L'exemple type qui est aussi intéressant, c'est que quand vous avez, par exemple, ça peut arriver que vous ayez une unité à vous-même qui avait pris une unité de flanc plus une unité de face, donc il y a une unité ennemie, 2 unités attaquantes, vous perdez le combat, les 2 unités à vous fuient. Et là, c'est intéressant parce que celle qui est, vous allez fuir donc toujours par rapport au centre de l'unité adverse, et là vous allez fuir en fait dans des directions totalement différentes. Oui. Et là, il y a un choix qui doit être fait par celui qui va poursuivre ou pas, et c'est à ce moment-là qu'on voit la profondeur de ce système-là s'il est joué, je dirais, de manière précise. Voilà. Surtout que le choix doit être fait avant le lancement des dés de fuite. Donc absolument. On ne sait pas qui va aller loin, donc c'est vraiment un choix à faire. Voilà. Et puis je rappelle que pour rester, il faut réussir un test de commandement si on veut rester et se reformer, donc des fois on le loupe. D'ailleurs, j'ai découvert il y a quelques jours que le bonus on en parlera avec spécial, mais j'y pense. Le bonus de bande de guerre de commandement, il s'applique pas pour se restreindre de fuir, de poursuivre. Ah ouais? En fait, les gars, ils sont tellement chauds qu'ils y vont, quoi. Et t'as découvert ça où alors? Ça, je sais pas, en lisant la règle, je crois, ou je sais pas comment voilà. Mais juste, voilà. Oui, parce que là, j'ai beaucoup joué les Skaven, là, ce week-end, donc j'avais fait quelques parties avant. Je me suis intéressé de près à la bande de guerre. La bande de guerre, quand vous êtes bande de guerre et donc vous avez plus en commandement par rapport à vos rangs, quand vous poursuivez, ça ne s'applique pas. Ah, putain, ça c'est pour les gobelins et les Skaven, c'est bien embêtant. Voilà. Et le plus important dans toutes ces histoires, c'est le centre à centre, loin de la plus grosse PU, et on choisit de poursuivre ou pas avant que les dés de fuite soient lancés. Yes. Obstiné,
Et on rappelle d'ailleurs aussi que si vous poursuivez une unité et que vous rentrez en contact avec une de vos propres unités, eh bien, vous vous arrêtez. Donc, ça veut dire que l'unité s'enfuit, l'unité ennemie s'enfuit, et c'est là où, justement, le fait de traverser les unités ennemies prend tout son sens. C'est-à-dire que, bon, certes, le mec, il se détale, mais enfin, c'est pas gratuit, et donc, le cas de plus pour les unités qui, donc, meurent en traversant les unités ennemies. À l'exception, quand même, des volants, puisqu'ils peuvent choisir d'utiliser le vol. Ah ouais. Oui. On en parlera beaucoup de la règle vol, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur cette règle. Sûrement une des règles les plus fortes du jeu. Et oui, quand on a le mouvement de vol, on peut choisir de voler ou aller au sol. Pas comme dans d'autres éditions. Enfin bon, bref. Et dans les règles de vol, c'est bien marqué que quand on vole, on ignore les figurines. Par contre, on ne peut pas se poser sur une autre unité. Très bien. La règle obstinée et le mur de bouclier. Alors bon, on en a déjà parlé, mais on va en reparler un petit peu 5 minutes. La règle obstinée et le mur de bouclier. Donc si je perds un combat énormément, j'ai la règle obstinée et j'ai en face de moi une PU qui est 2 fois supérieure à la mienne. Eh bien, la règle obstinée, qui ne marche qu'une seule fois par bataille, de mon point de vue, fonctionne, puisqu'on ne jette pas les dés de commandement, on ne fait pas de test, donc on considère qu'on a réussi le test, c'est comme si on avait réussi le double 1 en définitive, et donc de ce fait, le mur de bouclier fonctionne en découlant de ça. Alors, il faut que je corrige certaines choses, c'est pas exactement ça. Alors, c'est pas comme si on avait... Alors déjà, je comprends pas pourquoi on se pose une question, parce que dans la règle obstinée, qui était traduite autrefois par tenace, qui est une règle qu'on connaît bien dans Battle, maintenant ça a été retraduit en obstiné, voilà, il s'est bien marqué, et comme on l'avait dit dans une vidéo, c'était même une des règles qui avait fuité avant la sortie du jeu, c'est bien marqué que on peut la faire, voilà, je suis en train de le lire, même si le camp gagnant a plus du double du perdant du camp perdant. Plus du double de la PU du camp perdant. Donc, il n'y a pas de question à se poser, ça marche. Et ensuite, c'est pas comme si on avait fait un double 1 automatique, c'est comme si on avait fait un repli en bonheur, c'est-à-dire entre voilà. Et la troisième chose, c'est que c'est pas une fois par, c'est bien une fois par partie, mais c'est surtout la première fois qu'on fait le test de morale. Si on n'utilise pas l'obstiné au premier jet de morale, après on peut plus l'utiliser de la partie. Exact. C'est comme. Alors que le mur de bouclier, c'est quand on veut une fois par partie. Yes. Et les deux règles se combinent. D'ailleurs, c'est pas un hasard. Souvent, c'est des unités très solides comme du nain ou des choses comme ça. Donc c'est assez fluff, assez lore, comme on dit maintenant. C'est dans l'esprit de ces unités-là que non seulement on les fait reculer, mais on les détruit pas. Et puis en plus, elles reculent pas beaucoup. Et tu parlais du mur de bouclier. Là aussi, c'est une fois par partie. Oui, mais quand on veut. À la différence de Obstiné, qui est là pour le premier test de morale uniquement. Très bien. Ensuite, les obstacles infranchissables, les fuites ou les poursuites ou les charges. Alors là, nous on jouait d'une certaine manière, d'ailleurs suivant tes conseils, c'est-à-dire l'idée qu'on prenait une bissectrice par rapport à l'obstacle, c'est-à-dire que vous avez l'obstacle qui est devant vous, vous partez comme ça et puis après vous continuez tout droit. Et il semblerait qu'en définitive ce ne soit pas comme ça qu'il faille le jouer. Est-ce que tu peux nous en parler ? Je me suis trompé comme souvent. En fait, effectivement, je crois que c'est en regardant une vidéo de Sword and Baguette. Yes, j'ai vu contourner l'obstacle et je me dis c'est bien que ça soit comme ça, donc je vais revérifier. Et effectivement, je sais pas si je vais la trouver cette règle à la volée. Il faudrait la regarder de près parce que je sais pas du tout comment on calcule le mouvement pour ce contour. Mais on dit qu'il pivote autour de l'infranchissable, les fuyards. C'est bien de ça qu'on parle, n'est-ce pas ? C'est des tout à fait. Parce qu'effectivement, normalement, la direction de fuite est en ligne droite, là, ils disent bien qu'on doit pivoter autour de l'infran. Donc, a priori. Alors, faut que je regarde de plus près comment on calcule exactement le mouvement. Est-ce qu'on paye le pivot ou est-ce qu'on compte ce pivot dans... J'aurais tendance à dire que non, mais pour le coup, je trouve pas ça très clair dans les règles. Est-ce que le pivot, il compte dans la distance qui est parcourue ? Ouais, moi je pense qu'il compte, a priori. Après, s'il compte pour l'un, il compte pour l'autre. Ça arrive jamais dans le jeu qu'on mesure un pivot, en fait. Il y a que des roues. Le pivot, c'est toujours gratuit, que ce soit... exact, le pivot, oui, exact. Donc, à mon avis, comme dans le jeu, on mesure jamais le pivot, j'aurais tendance à pas faire payer le pivot. Donc, en fait, on bouge. Et ça arrive assez souvent. Moi, j'ai joué hier soir, ça s'est encore arrivé. Voilà. Je jouais avec mon partenaire d'Angoulême, qui connaît bien les règles de ce jeu et qui sait que le squeak géant n'est pas immunisé à la psychologie, donc il a fui une charge avec son
Seigneur Gobelin sur Squeak géant. Et comme il y avait un obstacle linéaire haut, eh bien, qui compte comme un terrain infranchissable, si je me souviens bien, eh bien, il a contourné. On l'a fait pivoter tout autour, mais sans compter les pouces du pivot. Voilà. Ok. On continue avec les petites questions. Une formation en colonne permet de faire donc une marche forcée à triple mouvement, bien sûr. Alors, je le rappelle, le fait de se mettre en colonne est une manœuvre, et donc vous ne pouvez pas faire de marche forcée dans le même tour. Une reformation. Attention. Mais ça prend tout le mouvement, une reformation. Mais après, ça peut être un changement de. Si c'est une reformation, si c'est un. Mais c'est effectivement l'erreur peut arriver quand on fait une réorientation. Redresser les rangs. Redresser les rangs ou une réorientation, effectivement. En fait, la règle, c'est qu'en marche forcée, la seule manœuvre possible, c'est la roue. Donc pas de redresser les rangs et pas de réorientation. Alors, juste une question, est-ce qu'on peut faire une marche forcée en colonne si on est en ordre dispersé? Ah bah je vois pas de règle qui empêche ça, parce que c'est pas une règle inhérente à la formation, la colonne de marche, je pense. Mais non, je pense pas que ça soit... J'en suis même quasiment sûr. La seule chose, c'est qu'effectivement, on ne peut pas faire ça avec des unités full tirailleurs et qui ne peuvent pas se mettre en ordre dispersé. Ouais, qu'il y en a pas beaucoup, mais il y en a effectivement. Alors, du coup, on parle tout le temps de la colonne de marche pour les bien entraînés, parce que c'est vrai que c'est pratique de pouvoir charger après une colonne de marche. Mais alors, première chose, en général, la mise en place de la colonne de marche, c'est que c'est pas mal au déploiement, d'accord. Ça peut être aussi pas mal lors de reformations dites un peu gratuites, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas tout le mouvement, comme quand on se retient de poursuivre ou quand on se rallie. Et c'est une formation qui sert bien aussi pour les unités sacrifiables, comme les fameux redirecteurs. Un jour on en parlera parce qu'il y a beaucoup de choses derrière ce mot. Mais quitte à avoir des unités sacrifiables qui sont pas là pour charger, autant qu'elles avancent très vite, quoi. Yes. Justement, petite question qui en découle. Bon, là encore, on en a déjà parlé, mais quand on est en colonne de marche et qu'on a une règle qui nous oblige à charger, au hasard impétueux, au hasard frénétique, qu'est-ce qui se passe du coup Alors là, c'est les concepteurs, ils ont répondu à ça carrément dans un article Warhammer Community. En fait, ou dans le FAQ, je sais plus. Oui, c'est dans le FAQ. Tout à fait. Ils disent qu'en fait, ils ont parce que beaucoup. Alors, avant ce FAQ, on comprenait pas trop le fantasme, mais il y avait beaucoup de gens qui avaient plusieurs scénarios qui étaient complètement crédibles. Et un des scénarios était le bon, c'est-à-dire qu'ils ont fait cette règle-là pour pas que les gens utilisent la colonne de marche pour contourner l'obligation de charger des frénétiques et des impétueux. Donc la règle, c'est que on a le droit de déclarer des charges, mais on n'a pas le droit de charger. Du coup, quand on est bien entraîné, on déclare la charge, et après, pour avoir le droit de charger, il faut se remettre en non-colonne de marche, mais ça tombe bien, ils peuvent bouger avant de tirer. Et si vous mettez alors après, l'autre jour, il y a des gens dans un club francilien qui parlaient de ça, je disais après, mettre des frénétiques ou des impétueux en colonne de marche, alors qu'ils sont pas bien entraînés, c'est prendre un gros risque de se faire immobiliser, quoi. Absolument, mais c'est important de le préciser. Mais pour revenir à ce que je disais avant, quand on joue des chevaucheurs gobelins, par exemple, qu'on mouvement neuf et qu'on les joue en ordre dispersé, ça peut être tentant aussi de les faire bouger à 18 pouces pour qu'ils aillent vraiment gêner les choses, bloquer les lignes de vue, attirer les frénétiques adverses. Mais on prend une chance sur 3 de devoir déclarer une charge s'il y a une cible éligible. Yes. C'est un jeu de choix. Voilà. C'est un jeu de table, hein. Ça c'est définitif. Voilà, complètement. Ouais. Donc, hier, j'ai fait une deuxième partie contre un adversaire qui jouait les guerriers du chaos pour la première fois, et direct je lui ai dit tu devrais peut-être mettre tes chiens du chaos en colonne de marche, parce que je lui ai dit tu comptes charger ou tu comptes me gêner, il m'a dit gêner, voilà. Et donc il m'a gêné beaucoup plus vite. Les bonus de charge dans le même combat. Alors, j'ai remarqué que sur les tables, et notamment chez les anciens joueurs ou qui s'y remettent, il y a toujours cette petite, c'est une petite difficulté. Je suis dans le même combat. Il y a eu notamment un repli en bon ordre, et là il y a, on sent que ça flotte un petit peu à ce niveau-là, c'est-à-dire, c'est toujours le même combat. Ah oui, mais j'ai rechargé. Non, oui, t'as tes bonus. La preuve.
la preuve, s'il y a un défi et qu'il n'est pas terminé, le défi est toujours en cours. Pas besoin de redéclarer un défi. Alors, est-ce que tu peux nous redire exactement comment ça marche ? En fait, c'était pas super clair dans les règles de base, mais dès le premier FAQ, on nous a bien dit que après un repli en bon ordre et une poursuite, ou un céder le terrain et une suite, faut utiliser les bons termes, si de nouveau il y a contact, c'est le même combat qui continue. Voilà. Alors, on est considéré comme ayant chargé si on a poursuivi, c'est-à-dire après le repli en bon ordre. Voilà. Pas vraiment une nouvelle charge parce qu'il n'y a pas eu de réaction de déclaration, mais on est considéré comme ayant chargé. Voilà. Donc, en gros, faut se dire pour les anciens joueurs que ce jeu-là, il y a des combats qui continuent. Et comme si tout le monde, en fait, avait quand même des commandements plus ou moins non modifiés, mais qui se déplacent. Tant que le contact arrive à se faire par le suivant, enfin le suivant c'est automatique, mais pour le poursuivant, le même combat se déplace dans l'espace, quoi, dans le plan, sur la table. Donc voilà, ça. Et du coup, on peut pas changer d'arme en plein milieu. C'était le FAQ original. Hein, il disait est-ce qu'on peut changer d'arme après un repli en bon ordre ou un céder le terrain. Et ils ont répondu non et ils ont dit parce que c'est le même combat qui continue. Et, la phrase elle est clairement dit et je crois que c'est aussi redit dans une autre question-réponse. Mais moi dans celle-là, ils nous disent clairement après un repli en bon ordre, céder le terrain, c'est le même combat qui continue. Pas de changement d'arme. Alors, il y a des joueurs récemment qui m'ont dit mais c'est bizarre, alors du coup j'ai de nouveau mes touches d'impact. Oui, parce que t'es considéré comme ayant chargé. Mais par contre, on n'a pas des bonus qui s'appliquent qu'au premier tour de combat, comme le fléau, qui donne plus, je crois qu'on avait déjà parlé, qui donne plus 2 en force dans la première phase de corps à corps, on va dire, parce que entre tour et round, on s'en mêle les pinceaux. Voilà, donc là c'est le corps à corps qui continue, on n'a pas ce genre de bonus. Mais on a tout ce qui est lié par la charge si on a poursuivi, c'est-à-dire si l'autre a fait un repli en bon ordre. Ah d'accord, donc on n'a pas le fléau, et du coup on n'a pas la haine non plus. Alors on a le PA -1 ou -2 du fléau, enfin on a la pénétration d'armure du fléau, ça c'est tout le temps, mais on n'a pas le truc qui n'a lieu que à la première phase de corps à corps. Et la haine pareil, ça c'est pas bien écrit. Oui, ça pose. C'est pour ça qu'on fait cette émission quelque part. En fait, les concepteurs, ils ont joué aussi. Voilà, donc ils ont des réflexes de terminologie qui sont très clairs pour les autres joueurs, mais finalement, quand on prend un peu de recul, le premier round de combat. Bon, dans le jeu, le round, normalement, c'est un tour de joueur, mais après, peut-être qu'en anglais, ils définissent ce que c'est qu'un round de combat, et je le pense aussi, donc ça. C'est peut-être bien clair. Mais enfin voilà. Pour beaucoup de gens, c'est clair que voilà, c'est la première phase de corps à corps. On a force plus 2, mais pas si le corps à corps continue après un repli en bon ordre ou un céder le terrain. Pareil pour la haine. Il doit y avoir d'autres règles, je ne les ai pas vraiment. Alors, il y a quand même cette discussion, c'est qu'une lance de joute, c'est plus 2 au premier round de combat quand on a chargé. Donc ça veut dire quand même que si y a un repli en bon ordre de plus de 3 pas et que on le rattrape, on a à nouveau quand même le plus 2 en force ou pas ? C'est marqué explicitement qu'on est considéré comme ayant chargé. D'accord. Là, il y a vraiment pas de questions à se poser. D'accord. Donc toutes les règles de charge s'appliquent puisqu'on est considéré comme ayant chargé. Et alors le plus 2 en force du fléau, c'est pas... Lui, c'est pas une règle qui est liée à la charge, c'est une règle qui est liée au premier round de combat. D'accord. Ok. Par exemple, si je reçois une charge avec une unité qui a des fléaux, j'aurai quand même le plus 2 en force, même si je n'ai pas chargé ça. Tout à fait. Voilà. Et donc la grosse force du fléau qui plaît beaucoup à certains joueurs, c'est que par contre, ça garde sa PA-2 tout le temps. Oui. Et exact. ça c'est bien. Ok. Donc, ce qui en découle, si j'ai fait un défi, on a vu que le défi continuait. En revanche, je tue le champion adverse ou le personnage adverse. Le combat continue. Repli en bon ordre, je rattrape ceux qui ont fait repli en bon ordre ou d'ailleurs cédé du terrain. Est-ce que là, j'ai le droit de déclarer un deuxième défi ? Alors c'est un seul défi par combat. Mais ça, tu veux dire au cas où le défi c'est fini, quoi. Ouais. On va tuer le... s'il y a pas de défi en cours, on peut relancer un autre défi, ouais. Le joueur dont c'est le tour le lance, et s'il lance pas, le joueur dont c'est pas le tour lance, et puis ça recommence. Voilà. Les défis, c'est pas forcément au premier round de combat, pour le coup. Oui, mais si, parce que tu disais, tu as explicité ce qui est marqué dans la règle, c'est-à-dire,
c'est un défi par combat. Donc si le combat continue et que le défi est terminé, on peut recréer un deuxième défi. Voilà, eh bien tu as même la réponse clairement écrite, donc page 211, donc jusqu'à la mort. De futurs défis ne peuvent pas avoir lieu dans ce combat jusqu'à ce que ce défi-là ait été résolu. Donc c'est un défi par combat à la fois. D'accord, donc je résume. Je résume. Il y a bien marqué que c'est un défi par combat, ce qui est contre-intuitif un petit peu. Si le combat continue et que, par exemple, au premier round de combat, j'ai tué mon adversaire, je l'ai poursuivi suite à un repli imbornable ou du CD du terrain, je peux recréer à nouveau un défi puisqu'il y a marqué jusqu'à la mort, c'est-à-dire que le défi a lieu jusqu'à la mort et il semblerait, dans les règles, c'est marqué qu'à ce moment-là, on peut créer un deuxième défi alors. Voilà, exactement marqué ça. Très bien. En fait, on peut pas lancer d'autres défis tant que celui-là n'est pas fini. Et je vous rappelle que ça se finit par la mort d'un des deux protagonistes. Du coup, la mort ou le chichi, parce que si c'est un Skaven il peut se barrer, hein. Il peut se barrer ah non, il peut pas se barrer d'un défi, je crois. Je pense qu'il peut pas se barrer d'un défi, ouais. Ah oui, je crois que ça a été faqué, ça, il peut pas se barrer d'un défi. Bon alors, là c'est bien, parce qu'on va prendre un peu de recul, ça fera un peu moins maître capello, parce que moi aussi, je peins des petits soldats et je joue avec, hein, je fais pas que de lire des règles. Donc, quand il y a des choses qui sont dures à retrouver dans les règles, bah ça c'est des conseils qui datent de longtemps dans les autres éditions, ça doit être encore là. Eh ben, si on trouve pas, si c'est des petits détails très pointus comme ça, on peut se le noter pour plus tard. Si c'est quelque chose qui a peut-être une importance, bah on cherche un peu. Si on trouve pas, bah on essaie de trouver une solution, puis on regardera plus tard. Voilà, c'est vrai qu'il faut pas non plus perdre des heures. Après, faire quand même une première vérification, c'est mieux qu'en faire zéro, parce que si on fait jamais de vérification, on n'apprend jamais rien. Voilà. Très clairement, moi, ce que je fais dans ces cas-là, je me donne 5 minutes, par exemple, pour regarder dans la règle. Si je trouve pas, je le note en me disant, il faut que j'en parle à JB, ou bien que je cherche après la partie. C'est en général ce que je fais quand même. Et le lendemain, tu vois, je recherche dans le bouquin de règles. Et puis après, bah, je donne l'information aux joueurs avec qui j'ai joué. Et puis voilà. Mais n'alourdissez pas vos parties des fois sur des points de règle qui sont pas très importants. Bon, après, quand c'est votre seigneur de guerre versus le seigneur de guerre adverse, effectivement, ça peut avoir du sens. Prédateur, ouais, c'est important. C'est bien ce que tu dis là, parce qu'en fait, autant moi quand je suis en live, ça me dérange absolument pas de répondre à une règle. Par contre, moi, comme beaucoup d'autres, comme les autres joueurs que je connaisse qui connaissent très bien les règles, hélas, on répond plus du tout aux questions de règles sur Internet parce que il y a beaucoup de joueurs qui regardent pas dans le livre et qui posent la question. Voilà, c'est peut-être la culture du SAV, quoi. Beaucoup, je sais pas. Mais il y en a quand même. Et donc du coup, quand c'est toujours les mêmes questions qui sont écrites noir sur blanc tout en haut de la page, ça peut être agaçant. Donc des fois, je réponds auto-agacé, comme on me fait remarquer. Donc moi, je réponds plus aux questions de règles, mais il y a quand même quelques trucs où je tombe dessus. Et puis, alors par contre, en live, ça me dérange pas parce que ça prend moins de temps. Il suffit de dire, bah ça marche comme ci ou ça marche comme ça. Et puis c'est comme ça aussi qu'il y a c'est comme ça qu'on apprend des nouvelles règles. On dit, ah tiens, ça marche. Tu vois là, par exemple, je me suis dit, ah bah tiens, il a peut-être raison. Ça se trouve, on peut plus lancer de défi jusqu'à la fin des temps de l'univers de ce combat, mais si on peut. Alors justement, petite bonus de lance de joute. Les bonus de lance de joute, est-ce que on les a si on a chargé à moins de 3 pas? Il n'y a que la charge des... ouais. Oui. C'est marrant parce que on a parlé de règles spéciales, mais j'ai eu cette question ce week-end, quelqu'un qui me disait. Alors c'est vrai que depuis que je me suis aperçu que la charge dévastatrice était aussi 3 pas, j'ai entendu quelqu'un faire un résumé, une personne X, en disant, en gros, tous les trucs de charge, c'est 3 pouces. Mais en fait, non, pas tous. Non. Et celui-là, voilà, la lance de joute, voilà. En fait, c'est pas exactement, une arme ne peut être utilisée que quand on charge. Et pas de notion de distance. Okay. D'où la rune d'hésitation qui empêche d'avoir un choix d'armes à utiliser quand on charge. Très bien. Très bien, très bien. Donc, quand on a chargé à moins de 3 pas, on le rappelle, c'est la touche d'impact qui n'existe pas et la charge dévastatrice. Oui, voilà. Avis aux joueurs qui jouent contre des Pégases. Oui, collez-vous. Un clin d'œil. Collez-vous. Disons que c'est une unité où il y a assez peu de défauts, mais en cherchant bien, on en trouve. Après, ils sont tellement mobiles, c'est pas facile de se mettre très près d'eux, mais bon. C'est un peu comme les chars, quand même, hein. Oui, n'est-ce pas? Maintenant, il y a beaucoup de joueurs qui ont compris que si on était très près d'un char, il était beaucoup moins méchant. Bon, les Pégases restent méchants, mais ils perdent quand même une attaque de force 6 par tête, c'est pas négligeable.
Quel bonus reste-t-il donc avec la rune alors avec la rune de confusion, quel bonus nous reste-t-il? C'est un peu la même chose que pour la rune d'hésitation, hein, parce que voilà, c'est le cas de le dire, il y a une légère confusion entre les deux. Donc il y a marqué toute unité ennemie qui charge dans l'arc frontal de cette unité portant une bannière ornée de la rune de confusion effectue une charge désordonnée. Je pense qu'il n'y a pas de. Alors là, c'est doute. le truc super chiant parce que comme désordonné et désorganisé, ça se ressemble. On confond toujours les deux. Moi, le premier. Donc maintenant, je les appelle plus comme ça. J'appelle la charge qui fait perdre les bonus de rang et la charge qui fait perdre les bonus d'initiative. Et donc la désordonnée, la disordered charge, c'est elle perd les bonus d'initiative. Voilà. Et donc la désorganisée, elle perd les bonus de rang. Alors, on parle de unité chargeuse. Bien sûr. Donc là, il faut bien faire la différence donc entre la rune majeure d'hésitation dont on a parlé dans le début de cette vidéo et la rune de confusion, parce que la rune majeure d'hésitation n'enlève pas l'initiative puisque vous ne faites pas une charge désordonnée. En revanche, la rune de confusion, et elles ont 10 points d'écart, donc il faut bien faire attention quand vous les mettez dans vos listes et à pas mélanger. Alors il y a une rune majeure et une rune qui n'est pas majeure, donc ça peut aider à ne pas faire la confusion, amis nains, mes chers amis nains. Mais voilà, c'est bien une charge désordonnée, donc une perte d'initiative pour le coup. Mon conseil, vous mettez les deux, comme ça vous n'êtes pas emmerdés. Mais c'est pas faux. Et d'ailleurs, ça explique. Et du coup, on arrive presque à la situation qui était beaucoup jouée au début du jeu par les joueurs de la rune d'hésitation, en disant c'est comme si tu n'avais pas chargé. Exactement. Là, on y est presque. Il y a sûrement peut-être quelques règles, enfin pour les règles spéciales non parce que c'est annulé. Il y a peut-être quelques cas de charge où c'est encore chargé, mais là, si on met les deux, on est quand même très proche, si ce n'est au point où c'est comme si le gars avait pas chargé. Yes. Alors, là encore, petite question un petit peu ouverte, hein, tu m'excuseras, elle est pas facile, mais les objets magiques il y a certains objets magiques et certains sorts surtout, notamment des améliorations, des choses comme ça, qui peuvent avoir le même nom. Et la question est, si j'ai 2 objets magiques qui ont le même nom, c'est-à-dire 2 fois le même objet magique dans une armée, ce qui est en théorie pas possible, sauf si... tu parles de ceux avec l'astérisque. Voilà. Et plus exactement, la même question en ce qui concerne les sorts, c'est-à-dire si j'ai par exemple 2 malédictions, est-ce que je peux lancer ces 2 malédictions avec 2 sorciers différents bien sûr, dans le même tour et dans le même tour, pas sur la même unité, ou peut-être d'ailleurs sur la même unité suivant. Qu'est-ce que tu peux nous répondre? Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça? Alors la première, c'est sur les objets magiques courants ou communs. Ouais. Je ne sais plus le nom, je crois que c'est courant. Mm-hmm. Extrêmement courant, je pense même. Traduction. Donc ceux qui ont la petite astérisque. Donc la question, c'est qu'est-ce que c'était le problème? Si vous en avez plusieurs, est-ce que vous pouvez en faire plusieurs en même temps, parce que les objets de sort, notamment en théorie, vous pouvez pas en faire plusieurs avec la même figurine au même tour. Ah oui, les objets de sort, ça c'est une règle spécifique, hein, mais donc ça veut dire est-ce qu'on peut utiliser plusieurs fois l'objet? Oui, par exemple. Je sais que est-ce que j'ai trouvé des cas où c'est possible. Il y avait un cas où c'était possible, je crois que c'était le bâton dans l'Empire qui permet de voir +1 pour lancer certains types de sorts. Mais ils ont fait un fac pour dire qu'on peut en avoir qu'un seul par figurine. Après, il faudrait voir parce que ça doit exister, mais je vois pas tellement. J'ai une potion de force, par exemple, une potion. Ah oui. Une potion de force. Oui, pour boire 2 potions de force. Voilà. Est-ce que je peux boire 2 potions de force avec la même figurine, puisque on le rappelle, hein, quand on boit une potion de force, c'est pendant la phase de stratégie. Phase de commandement, oui, phase de commandement ou stratégie, voilà, début de tour. C'est la phase de stratégie, la sous-phase de commandement, t'as raison. En tous les cas, c'est bien avant de charger et bien avant d'être au combat. Exactement, et ça c'est important. Mais son tour. De mémoire, donc c'est un objet avec un astérix, donc on peut en avoir plusieurs. Tout à fait. Donc est-ce que j'ai le droit d'en avoir plusieurs, puisque en théorie c'est un objet de sort. Enfin, c'est pas un objet de sort. Ah, c'est pas un objet de sort. C'est un objet, voilà. Donc, est-ce que je peux me gaver? Les objets de sort, c'est réglé par
par la règle des objets de sort qui dit qu'une figurine ne peut pas en jeter 2 dans la même phase. Et puis pour les autres objets, il n'y a rien qui empêche le cumul, rien du tout. D'accord. Voilà, Donc, si on veut mettre, force si on veut 10. mettre 4 potions de force sur son personnage, il peut boire les 4 d'un coup, là il va être très fort. Il n'y aura pas beaucoup de PA, mais il va être très fort. D'accord. Et pour tout ce qui est sorts, par exemple, si j'ai 2 sorciers différents qui ont les mêmes sorts, ils sont tombés sur les mêmes sorts, par exemple d'amélioration, D'accord. ou bien d'ailleurs des sorts des maléfices, et que dans le maléfice, il n'y a pas marqué que quand on le lance, on enlève le maléfice précédent. Est-ce que Il n'y a pas marqué. Voilà. Il n'y a pas marqué, il n'y a pas de problème. Dans l'abselu, je crois qu'en général c'est marqué, mais c'est pas toujours marqué. C'est pas toujours marqué. Si c'est pas toujours marqué. Enchantement. Donc là, je suis sur soif de combat dans la magie noire. Alors, faut voir si c'est cumulatif aussi. Hein. Unité cible gagne la règle spéciale frénésie et haine. Donc ça sert à rien de l'avoir plusieurs fois. Une fois qu'on l'a, on l'a quoi. C'est même un question-réponse. C'est pas parce qu'on a 2 fois la frénésie qu'on a plus 2 attaques. Donc si c'est cumulatif, ouais. Et je me demande s'ils n'ont pas été assez malins pour. Non, là je regarde le mot de douleur, le maléfice. Unité cible ennemie, puis un modificateur -1 à la caractéristique Foc endurance jusqu'à un minimum de 1 qui permet de calmer. Ce sort peut cibler une unité ennemie engagée au combat, mais il n'y a pas marqué que ça annule les maléfices d'avant. Donc... On a regardé un petit peu pour répondre à cette question. Alors justement, on est tombé sur 2 exemples. Le Cursing Word, donc le mot de douleur pour les elfes noirs. Là, c'est bien marqué que quand vous castez ce sort, eh bien, ça expire les sorts qui ont déjà été mis sur l'unité. En revanche, toi, tu nous parlais de mot de douleur. Il s'appelle aussi mot de douleur, c'est ça ? Bah, c'est ça le problème. Alors, je vais t'expliquer un cas d'école parfait. En fait, la traduction qui circule sur les elfes noirs, ouais. Elle n'a pas été relue par le groupe qu'on fait, qui est bien feignant parce qu'on n'en sort pas beaucoup de traductions. Et moi, notamment, je me tape la traduction finale. Et le but des relecteurs, c'est d'isoler ce genre d'erreur, c'est-à-dire de faire attention qu'il n'y ait pas 2 règles qui aient le même 2 sorts qui aient le même nom, des choses comme ça. Donc, vu que je suis en train de finir de relire les elfes noirs, je prends bonne note. Voilà. Mais en général, comme on est plusieurs à relire, il y a toujours quelqu'un qui se dit attention. Bon exemple, par exemple, la hache du bourreau, qui est un objet mythique des elfes noirs depuis la V4, qui était extrêmement joué parce qu'il était très fort. À l'époque, tout le monde pouvait prendre des objets de toutes les races quasiment. Eh bien, il y a un objet du livre de base qui s'appelle la hache du bourreau, et il y a un autre objet qui s'appelle la hache des bourreaux, je crois. Et donc, on a pu garder le nom officiel de hache du bureau de l'objet elfe noir, parce que sinon, il aurait fallu trouver un autre nom, puisque c'est pas bien d'avoir 2 objets qui ont le même nom. Et justement, c'est le sens de ma question, c'est-à-dire que là, on a 2 sorts qui ont le même nom, un qui se stack, l'autre qui enlève justement le X qu'il y avait avant, donc le maléfice qu'il y avait avant. Donc, c'était le sens de ma question. Qui a répondu. Là, du coup, c'est un problème de traduction, hein, sachant qu'en anglais, dans le bouquin Elfe Noir, le Legacy Elfe Noir, il y avait marqué Cursing Word. Et l'autre, c'est Word of Pain. Et l'autre, c'est Word of Pain, d'accord. Donc du coup, d'ailleurs, je crois que j'en ai déjà parlé, mais il y a eu beaucoup de critiques sur la traduction d'Oldworld, mais là, maintenant qu'on les fait un peu pour le plaisir et tout, c'est quand même beaucoup de travail, parce que... Exactement. Chose qui n'a pas été fait par l'équipe actuelle parce qu'elle n'a pas joué à Warhammer avant Battle, c'est clair, mais il y a beaucoup de mots qui n'étaient pas dans le glossaire qui a été sûrement laissé par Feu Sir Lambert, mais il y a plein de choses qui ont été retraduites et qu'on sait que c'est, mais voilà, et par contre il y a des petits pièges comme ça, et je suis en train de regarder dans la traduction relue, on va dire, par la communauté, comment est-ce qu'on l'a traduit. Parole maudite, voilà. Donc en français, ce sera parole maudite et non pas... ce sera. Disons que c'est une meilleure traduction puisqu'elle ne reprend pas Enfin, on peut pas jamais parler de meilleure traduction au sens français du terme. Enfin, ça c'est pas assez expert dans la langue, mais en tous les cas, au niveau jeu, c'est mieux de pas avoir 2 sorts qui ont le même nom. Exactement. Bon, on a répondu à cette question. Alors, je rebondis un petit truc. Voilà, c'est typiquement un genre de choses qui sont regrettées par les joueurs V8, qu'il n'y ait pas une règle générale des maléfices. Comme avant, les types de sorts étaient entourés de beaucoup de règles. Notamment, il y a beaucoup de joueurs qui croient encore que les maléfices, on peut les lancer à 360 degrés comme en V8. Il y a une règle générale des sorts, donc c'est la cible doit être dans l'arc frontal, elle doit être à portée, et
Et il faut pas être engagé au corps à corps. Il faut réussir le jet de dés. Il y a des conditions. Mais il y a pas de règle générique. Alors, c'est toujours embêtant, moi je trouve effectivement de rajouter des lignes à chaque sort, on aurait envie de le mettre à chaque fois, ça serait bien. Mais d'un autre côté, ce qu'on verra quand on va aborder les règles spéciales, quand on pas dilapide, mais quand on distribue partout des règles spéciales, c'est plus de chances de passer à côté, notamment pour les types dont on a déjà parlé, tu sais. Au début, beaucoup de gens n'avaient pas vu que les bêtes de guerre et les nuées, voilà, ça prenait pas le commandement général, parce qu'effectivement, c'est pas marqué dans les règles spéciales de l'unité. C'est marqué dans le type d'unité. Et comme il y a très peu de règles dans les types, on a tendance à les oublier. Enfin voilà, c'est un dilemme de conception. Est-ce qu'on remet à chaque fois une petite phrase pour alourdir les sorts, ou est-ce qu'on fait de la typologie? Après, c'est un peu la profondeur du jeu, ou certains diront la lourdeur. En fait, le système, il paraît, surtout en regardant ces vidéos, je sais qu'il y a des gens qui ont regardé les vidéos sans avoir joué, ils ont dit je jouerai jamais à ça. Tout ça, quand là on en est à 8 mois de jeu. Moi, ça fait déjà quelques mois que je revérifie plus. Et puis là, je crois que sur tout le week-end à Orléans, donc mes 5 parties plus plein de conseils de parties, j'ai dû ouvrir le livre 6 fois ou 7 fois. En fait, ça rentre en jouant. C'est pas. Oui, tout à fait. Le but de ces vidéos, c'est un peu comme quand on fait, je sais pas, quand on s'adresse à des gens qui pratiquent déjà une masterclass ou quelque chose comme ça. Sur tout ce que je raconte, il y a peut-être que un ou des trucs que les gens ne sauront pas, mais voilà, au moins ils savent ça, ils vont les retenir. Et c'est pareil en partie. Si tout d'un coup on tombe sur un truc et l'autre en face nous dit mais ça marche comme ça, j'ai appris une règle, c'est cool, mais on n'en apprend pas 50 par partie. Enfin, sauf quand il y aura une grosse différence de connaissance de règles, c'est tout. Yes. Je te propose de passer à la grande bannière à The Old World. Alors tu vas me dire, attends, il y a qu'à lire le bouquin de règles. C'est vrai, mais il y a le problème. Le problème, c'est cette différence avec les anciennes versions de The Old World, de Warhammer Battle. Donc, si on va refaire un tout petit point sur la grande bannière. Aujourd'hui, la grande bannière, elle permet quoi? Quelle relance? Aujourd'hui, voilà. D'accord. C'est ça. Privé d'historique. Oui, t'es privé d'historique. Sinon, c'est dans les gens embrouillés. Voilà. Sinon, c'est quoi, pardon? Sinon, les gens, en définitive, ça va les embrouiller encore plus parce que si on le rappelle. Aujourd'hui, la grande bannière, elle ne permet de relancer que 3 tests. Alors, en vrai, c'est 2 tests si on joue sur les mobilisons. Non, 3 tests. Oubliez ça. Bon, ça permet de relancer 3 tests, les grandes bannières. Ça permet pour le moral, qui a toujours été le cas, parenthèse historique, pour la panique et pour le ralliement. Point final. Notons que les morts-vivants sont une exception puisque leur bannière permet de relancer tous les tests de commandement. Ouais. Donc, si vous faites un test parce que vous voulez faire une marche forcée, la grande bannière, ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour se retenir de poursuivre. Exactement. Ce qui est quand même... Là, sur le Facebook d'Old World, il y avait un gars qui a lancé le pavé dans la mare qui trouvait les dragons très forts. Et des fois, les dragons, ils poursuivent alors que ça n'a pas dans leur intérêt, ils perdent un tour. Voilà. Donc, moi, je joue énormément comme ça. Souvent, j'envoie des corps à corps un peu débiles en me disant, si le mec, il se retient pas de poursuivre, ça va vraiment me mettre dans la merde. Et je sais pas pourquoi, ça doit être le mojo, mais ils sortent souvent les 9, les 10. Mais c'est clair. Et il y a plein d'autres tests de commandement où effectivement, par exemple, vous êtes victime du sort rasoir mental, on doit faire un test de commandement, on le relance. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment un type de jeu V8, et je refais mon petit laïus. La V8 était une édition très permissive, et la rendait encore plus une édition de liste, parce qu'effectivement, il y avait beaucoup plus de relances, et notamment, on sait que parmi tous les jets de dés qu'on lance dans une partie de Warhammer, les 2 jets qui servent pour le commandement, c'est un peu comme les 2 dés pour les sorts, mais c'est encore pire, c'est très important. Yes, tout à fait. Alors, maintenant, j'aurais voulu un petit laïus, s'il vous plaît, monsieur, sur les décors, notamment sur les bâtiments. Alors, j'ai, depuis notre dernière vidéo, pas mal joué de décors, justement parce que pour le tournoi d'Angoulême, je tiens à le dire, je sais pas si cette vidéo sera déjà sortie, mais il y aura beaucoup de décors sur les tables, et notamment des bâtiments et des bâtiments en ruine. Il y a vraiment une différence entre les deux. Il faut vraiment lire les règles correctement pour bien les comprendre, ne serait-ce qu'au nombre de PU qu'on peut mettre dans un bâtiment. Notamment, la tour, c'est 10 de PU, le bâtiment en ruine, c'est 20 de PU, donc c'est pas du tout la même chose. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit laïus, s'il te plaît, sur les bâtiments? Eh bien, mon laïus commencera par le fait que les règles de placement de bâtiments dans cette édition, elles sont bien. Et c'est les premières que je trouve bien. Donc je vous conseille de jouer avec les règles de placement de bâtiments. Je vais les rappeler vite fait pour ceux qui ont la flemme de les relire.
chaque joueur va piocher dans la collection de décors un décor et le pose sur le côté de la table. D'accord ? Pas sur la table, sur le côté. Une fois que on a choisi le nombre de décors qui dépend de la largeur de la table, c'est un décor tous les 12 pas de large, arrondi au plus près. Eh bien, on va chacun son tour, en tirant au dé savoir qui commence, mettre un décor sans savoir de quel côté de la table on va jouer. D'accord ? Donc là, ça veut dire que le mec, par exemple, nain qui a pris 3 collines parce que c'est super, bah, moi je vais pouvoir en placer une ou peut-être 2 et je vais les mettre au milieu de la table pour l'emmerder ou pas dans les zones de déploiement. Ça c'est intéressant. Et une fois qu'on a fait tout ça, il faut les placer à plus de 12 pas du centre et à plus de 12 pas l'un de l'autre. Une fois qu'on a fait tout ça, on tire le côté. Donc on sait même pas de quel côté on va jouer. Donc ça oblige, il y a des joueurs, moi même sans... Contrairement à ce que certains peuvent croire, je suis pas non plus super attaché au côté très tactique du jeu, donc moi j'aime bien faire des conneries en partie parce que c'est un peu héroïque. Mais je trouve ça assez sympa, plutôt que de subir le terrain, de se dire, bah voilà, dès la position du terrain, on va se dire, bah voilà, c'est de faire en sorte que le gars il ait pas le terrain parfait et que moi non plus. Enfin, c'est ce qui aurait résulté si les deux joueurs font un peu attention. Ça c'est chouette. Donc elles sont bien les règles. Alors, elles entraînent aussi le fait que si on les joue à la lettre, on met pas de décor dans les 12 pas centraux, ce qui est pas très agréable parce que ça fait un couloir de tir ou un couloir de charge, et puis finalement ça se finit souvent un gros truc au milieu. Mais les vraies règles, c'est qu'on, contrairement à ce que certains gens pensent, c'est pas que dans le scénario il y a prendre la tour, enfin, commandant de conquête, enfin, oublié en français, il n'y a pas que dans celui-là, c'était dans toutes les tables, on peut mettre un seul décor spécial par table dans les 12 pas centraux. Donc moi j'ai tendance à jouer avec, parce que du coup, ça fait un truc au milieu et ça oblige à manœuvrer, à diviser son armée. Je trouve ça beaucoup plus intéressant. Mais ça m'a obligé à me pencher sur les décors spéciaux qui sont pas forcément très simples. Mais qui en général finissent par être joués comme un décor infranchissable. Donc ça, c'est la fin de l'avis sur le placement des décors. Ensuite, sur les autres décors, qu'est-ce qu'il y a qui est important à noter ? Même si le jeu commence par ligne de vue réelle, ce qui a fait peur à beaucoup de gens, moi le premier quand j'ai commencé à lire le bouquin, on voit très bien qu'on ne peut pas tracer une ligne de vue à travers ou au-dessus d'une figurine. Et il y a des décors où c'est marqué clairement qu'on ne voit pas les deux côtés, les collines et les forêts. Voilà, donc ça c'est chouette à savoir. C'est-à-dire que même si vous avez l'aile de votre démon majeur qui passe par-dessus la colline ou par-dessus la forêt, on ne le voit pas s'il est de chaque côté. Ok. Autre chose importante, les règles de grande cible, les règles de colline, elles permettent de voir par-dessus les figurines, mais pas par-dessus les décors. D'accord. Ça, c'est important. Et enfin, pour les décors spéciaux, il y a 2 parties à lire. Il y a le début des décors spéciaux. Je crois que c'est page 272. Et ensuite, il y a le décor spécial que vous jouez. Donc ça paraît un peu plus lourd. Il y a des décors spéciaux qui sont plutôt chouettes comme la tour, je trouve, puisqu'il donne un bonus à l'infanterie, ce qui est bienvenu, puisqu'elle peut être occupée que par l'infanterie. Et il y a des décors spéciaux qui commencent à amener des règles qui changent pas mal. Il y en a un notamment qui agit sur toute la panique autour et tout. Donc, voilà. À vous de voir vous les jeux. Mais pas plus d'un par table. Et si jamais, comme je vois souvent, c'est un peu compliqué parce que ça alourdit le jeu, qui a déjà son armée à gérer, plus toutes les règles du jeu, placez quand même un décor dit spécial au centre. Et au pire, de toute façon, si vous ne l'occupez pas, ou si, en général, ça servira comme un infranchissable. Mais ça rendra la partie, je pense, plus intéressante qu'un gros No Man's Land de 24 pas au milieu. Alors, moi, ce que j'aurais voulu merci d'abord beaucoup pour ton avis là-dessus, mais ce que j'aurais voulu, c'est que tu nous parles justement de la tour et de la tour en ruine, enfin du bâtiment en ruine. C'est-à-dire que le bâtiment en ruine, par exemple, eh bien, vous allez mettre vos figures. Vous pouvez avoir une unité jusqu'à 20 PU dedans. La tour c'est 10 seulement. Et puis je trouve personnellement, notamment par rapport au jardin de mort, que le bâtiment en ruine il fonctionne pas mal du tout par rapport au combat. C'est-à-dire que on n'a plus de flanc, on n'a plus enfin on n'est jamais attaqué par flanc ou par tout ça, donc c'est très défendable. Pour la tour, c'est 5 figurines seulement qui sont choisies. Donc c'est pas évident. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Non, mais alors, donc il y a 2 parties. Il y a la partie générique des terrains spéciaux, page 272, qui est des règles communes, qui ne sont pas nombreuses. Et en gros, voilà, ils sont placés à moins de 12 pas du centre de la table. Il y a 2 façons de les contrôler, soit de les occuper ou soit d'être à proximité en fonction du dé. Et il y a, quand on les occupe, on peut pas charger, on peut pas tirer. On peut pas charger, on peut tirer et lancer des sorts à 360 degrés. On peut être victime de sorts et de portée. Tout ça, ça se fait à partir du bâtiment, que ce soit de ligne de vue ou portée.
Voilà. Et ensuite, pour les occuper, on peut avancer, donc même en marche forcée, rentrer dedans. Et pour sortir, on se pose au pied du décor et après on bouge plus sur la phase de mouvement, sauf quand on fait une poursuite et une suite apparemment. Voilà. Et ensuite, chaque décor a ses spécificités. Ouais. Donc la tour que je connais mieux, elle donne un couvert lourd. Elle peut être occupée, comme tu as dit, par de l'infanterie de PU10 et elle peut être attaquée que par de l'infanterie ou quelqu'un qui a la règle vol. Voilà, ce qui est quand même un peu embêtant. On est quand même pas super au chaud dans une tour. Si on voulait se prémunir de certaines troupes qui sont très fortes et qui volent. Voilà. Et on est considéré en position surélevée pour les lignes de vue. Et on fuit jamais. Et ouais. Voilà. C'est-à-dire que si on doit fuir, on se cache dans la tour. Et si on est démoralisé et qu'on doit fuir, on meurt automatiquement. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est chaud quand même. Il y a des règles spéciales pour le boulet de canon et des trucs comme ça. Yes. Et la ruine, du coup, elle a en plus la règle d'aura ténébreuse. C'est-à-dire que... Oui, alors on n'est pas obligé. On n'est pas obligé de la jouer, cette règle. Voilà, mais même de toute façon, déjà, il y a la moitié de la règle qui sert à rien, puisqu'ils nous disent, c'est marrant, hein, l'unité qui occupe les ruines ténébreuses cause la peur et la terreur. Toutes les unités ennemies doivent appliquer un modificateur de -1 à leur caractéristique de commandement quand elles effectuent un test de commandement en raison de la peur ou de la terreur. Sachant que le test de terreur, il se fait que quand on est chargé et qu'on n'a pas le droit de charger depuis un décor spécial. Il y a juste la peur à retenir. Voilà, on a -1 pour les tests de peur quand quelqu'un est dans la tour et qui provoque la peur. La terreur, ça sert à rien. Il n'y a pas de -1 au moral supplémentaire parce que le test, il n'est pas provoqué par la terreur, mais il est provoqué par la perte de combat. On a la règle des positions défendues, qui n'est pas le cas de la tour. Voilà, c'est-à-dire qu'on a quand même, comme si on était toujours considéré comme si c'était un obstacle linéaire bas. Ouais, et ça, c'est pas mal du tout à jouer. Voilà, du coup, ça, c'est un truc que propose pas la tour et propose la ruine. Voilà. Et ensuite... la même règle où on ne fuit pas. Et puis il y a les points de victoire que rapportent ces deux décors spéciaux, c'est-à-dire 100 points chacun. Voilà. Donc dit comme ça, c'est un peu lourdingue, donc je réitère mon conseil, déjà pour la beauté, le visuel et aussi le placement des figurines, c'est quand même cool d'avoir un décor dans les 12 pouces. Moi ce que je fais maintenant, c'est qu'en fait quand je fais une partie avec quelqu'un, on place l'équivalent d'un décor spécial, donc qui ressemble à une monolithe, une ruine, une tour, ça laisse quand même autant la tour c'est un peu limité, mais ruine et monolithe et monument de gloire... ça peut être plein de choses. Et je lui dis, si dans la partie, à un moment, on veut jouer ça, on en parlera, on verra. Souvent, ça se finit par un truc comme ça. Mais si quelqu'un, par exemple, les connaît et lui dit, tu regarde, là, je peux rentrer, tu auras des bonus de peur, ou alors, je serai comme dans un obstacle défendu, pourquoi pas. Donc ça, faut pas s'empêcher de les jouer parce qu'il y a plein de règles, parce que des fois, elles servent pas, mais elle a quand même une grande utilité sur la table. Oui. Ça fait 3 fois que je dis la même chose, donc je pense que j'ai été clair. Alors, bon, et ben écoute, on a fait le tour, mon cher JB, de cette foire aux questions pour justement dégrossir le mammouth entre guillemets sur ça. On va se retrouver très bientôt pour une vidéo sur les règles spéciales. Donc tu as bossé les règles spéciales et on va se retrouver pour ça. On va tout simplement te remercier les gens qui ont suivi cette vidéo. Si c'est le cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, à la partager sur les réseaux, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire par son Tipeee, les liens sont dans la description de cette vidéo. Merci encore beaucoup l'archidiacre JB pour cet œil de JB. On se retrouve donc très bientôt pour d'autres vidéos avec JB sur la chaîne, mais d'ici là n'oubliez pas que sans maîtrise la chagate n'est rien.